J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, je suis avec une légende. Christophe Pourcelot, c'est une légende de la prépa physique et de la musculation. Rendez-vous compte, il a publié 12 livres sur la musculation et la prépa physique. Tout ça en n'étant pas un professionnel de l'écriture. Merci beaucoup Christophe C'est de moi qui te prendre du remercie. temps pour nous. Je voulais te poser une question. Quels sont tes conseils majeurs que tu voudrais donner à toute personne qui se lance dans l'hypertrophie, la prise de masse musculaire? Ok. Comme tu le dis, on va bien axer que sur l'hypertrophie. C'est beaucoup trop dense pour se lancer dans d'autres directions. Alors, si on veut rester vraiment dans l'hypertrophie, alors je vais beaucoup bouger la tête pendant cette vidéo parce que j'ai préparé des petites fiches pour tout, pour rien vous cacher. Il y a des Voilà, petites fiches. on est complètement Ouais, transparent. je veux pas passer à côté de certains éléments et puis je veux pas dire n'importe quoi non plus. Donc, j'ai préparé le truc. Un entretien avec Olivier, ça se prépare. Donc, je l'ai préparé. J'ai fait mes petites fiches et je veux rien louper. Donc, je vais plus le faire sous une forme de parcours. La personne commence la musculation donc à visée d'hypertrophie. Qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qu'elle reçoit en pleine face avant de commencer? C'est un lot d'informations complètement monstrueux. Entre les réseaux sociaux, et on en parlait puisqu'on a mangé un petit peu avant, c'est incontournable, inévitable et surtout c'est l'avenir, on ne peut pas le stopper. Il y aura de plus en plus de réseaux sociaux, de plus en plus d'influenceurs, etc. Donc la première source d'information, elle va la choper là et il va falloir faire le tri. Je vous ai donné une petite liste de personnes incontournables sur les réseaux sociaux. Euh, et, euh, et dans ce parcours, après, je continuerai dans un deuxième et dans un troisième temps. D'abord, la prise d'information. Dans un deuxième temps, le rapport avec les objectifs, se fixer des objectifs précis, clairs, réalisables. Et dans un troisième temps, le rapport à la science. On est en 2023 et aujourd'hui, on ne peut plus se passer de l'apport de la science en matière d'hypertrophie. D'accord, c'est un peu le parent pauvre de la science, je trouve, l'hypertrophie. On a beaucoup plus de recherche sur la force, sur l'endurance de force. Maintenant, sur l'endurance, mais en hypertrophie, il y a, et on en reparlera. Mais depuis que moi j'ai découvert Johan Albignac, qui est co-auteur d'un bouquin qu'on a sorti là, j'ai accès à plus de publications et lui m'en explique plus. Et j'avoue qu'on a quand même une bonne mine d'informations. Je pense que même un débutant ne doit pas se priver de l'apport de la science. Il ne doit pas. Donc, si tu veux bien, on va commencer par le premier, c'est-à-dire le débutant face aux multiples sources d'informations. Et je vous ai, quant à moi, retenu plusieurs noms d'Instagram qu'il faut absolument se rendre et puis s'abonner, etc. Le premier, vous l'avez à côté de moi, c'est Olivier Bollier, qui depuis un certain temps, tu t'es beaucoup plus lancé sur les réseaux sociaux, on en parlait, et tant mieux. Je le fais, enfin, moi je le fais d'une autre façon, mais pas de façon aussi pro et pas de façon aussi régulière, etc. Donc tu donnes un contenu précis, court et référencé, ça c'est important, sur pas mal d'infos. Alors on est plus avec toi sur la préparation physique, mais de temps en temps je vois passer des publis sur l'hypertrophie très intéressantes. Donc Olivier. Alors après j'ai Brad Schoenfeld. Alors je sais pas si on pourra faire des petites incrustations, etc. Mais Brad c'est un scientifique, ça fait 20-30 ans qu'il publie des trucs de référence quand même en matière d'hypertrophie. Donc Brad Schoenfeld. Alors j'ai Michael Israetel. Ce serait bien de mettre les incrustations, je pense. Alors, lui, c'est le team Full ROM. On en parlera. Partial, Full ROM, c'est très intéressant. ROM, c'est range of motion, c'est l'amplitude d'un mouvement en anglais. Voilà, pour schématiser, c'est l'amplitude d'un mouvement, le degré articulaire, les moments de force, etc. Alors lui, c'est le spécialiste du team Full ROM. Il est compétiteur, mais il est comme toi, il est docteur aussi. Alors, je sais pas si c'est en physio, mais bon, il a le doctorat. Toutes les publications sont en anglais. D'ailleurs, pour tous les autres, je suis désolé, c'est en anglais. Alors moi, je suis pas super fort en anglais, mais je m'y suis mis. Et puis voilà, il y a des traducteurs. Hein. Mais voilà, très très fort. Très très fort, il est compétiteur et en plus, pour moi, c'est une très 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 grande référence. Après, on a Milo Wolf, Wolf comme le loup. Lui, c'est la team... ils s'affrontent pas, mais parce qu'ils sont même plutôt complémentaires. Mais lui, c'est la team hypertrophie à base de mouvements générés en étirement, et en étirement complet. Donc on est, alors ne me demande pas en anglais, c'est le length partial. On le notera. À des hauts niveaux d'allongement. Voilà, c'est ça. Et pareil, docteur. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même maintenant des petits clashs entre docteurs, etc. Parce j'en reparlerai avec Brett Contreras, le spécialiste du hip thrust. C'est un petit peu une guéguerre en ce moment entre le hip thrust et le squat, et chacun a leur argument.
J'avoue être plus dans les arguments de Israel Tel et Wolf, et même Schoenfeld. Bon. Après, j'ai Chester Sokolowski. Alors, c'est Dr Soko sur Instagram. Pareil, beaucoup de références, des publications scientifiques, vous savez, détaillées image par image, là, avec... bon, tout est en anglais, mais pour moi, c'est le haut du panier. Après, on a FHP, Flow High Performance. Alors ça, c'est que des petits dessins. C'est des publications scientifiques illustrées, référencées, pour mieux comprendre certains mécanismes d'hypertrophie. FHP. Voilà. Ça, c'est pour la partie je prends mes informations. Alors, je sais très bien que les informations peuvent être prises avec des influenceurs beaucoup plus généralistes. Mais si on veut vraiment le haut du panier, il est là. Enfin, pour moi, il est là. Et tu es dedans. Deuxième aspect sur le débutant, il n'est pas objectif. Faut pas écouter les débutants pour moi. Tu veux dire, un débutant, faut pas qu'il écoute d'autres débutants? Déjà, ils vont alimenter leur hyper-activité, leur hyper-réponse à l'entraînement, etc. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas objectif. Okay. Devant ce lot d'informations, et pour moi, il va se comporter un peu comme un ado qui découvre quelque chose, et c'est génial. Avec un excès d'enthousiasme. Un excès d'enthousiasme. Voilà. Okay. Moi, je suis motard, ceux qui achètent des nouvelles motos sont pareils. Dès que tu achètes une moto, c'est la meilleure. Un an après, tu découvres les défauts, tu t'y fais, ou tu t'y fais pas, mais c'est un an après que tu vois les choses. Enfin, le débutant est un hypersensible. Je ne sais pas si tu l'as... C'est-à-dire Alors, il n'est pas super sensible au niveau émotif, c'est pas là où je veux en venir. Il est hypersensible à l'hypertrophie. Ah. Donc, en ce sens, il n'est pas objectif aussi. Il faut relativiser. Pour moi, quand on est débutant, notamment la première année, on n'est pas à même de dire telle méthode fonctionne, celle-là ne fonctionne pas ou quoi. Parce que comme disait feu Marc Vouillot, que tu as connu, un débutant, il fait du biceps en se peignant. En gros, dès qu'on se lance un peu quand même dans l'hypertrophie, on va progresser. Donc, se méfier de sa propre interprétation de l'exploitation de telle ou telle méthode. Parce qu'on n'a pas encore le recul. Et de toute façon, le corps est hypersensible, hyper réactif. Malgré les variables interindividuelles. Le rapport à l'entraînement traditionnel. Pour moi, le débutant doit rester le plus possible dans un type d'entraînement traditionnel. Temps de série, temps de répétition, on verra plus tard les zones d'hypertrophie, temps de récupération, etc. Je ne vais pas forcément insister sur des mouvements libres ou quoi. Pour moi, les machines sont terribles et on en reparlera aussi, mais il y a beaucoup de publications maintenant qui prouvent que les machines apportent autant de force et d'hypertrophie que les libres, apportent autant de transfert aussi vers des mouvements comme les sauts, les sprints, etc. Donc, il faut les prendre en considération, ces publications. Donc, pour moi, bon, machine, libre, tout est bon. Mais l'entraînement traditionnel, pour moi, il est beaucoup trop sous-coté. Et pas assez exploité. Qu'est-ce que tu appelles l'entraînement traditionnel ? Par exemple, je vais faire ma séance pec biceps. Sur mes pecs, je vais mettre 3 exercices avec 4 séries ou 3 à 4 séries. Après, je passe à mes biceps, même protocole, etc. Temps de récupération, du 2 minutes. Je travaille de ma fourchette. T'en parlais avec Fred Monpot, je sais pas, de 7-8 reps pendant tant de temps. Après, tu vas peut-être faire du 9-10, revenir. Mais voilà, on n'est pas dans les méthodes complexes qu'on va évoquer tout à l'heure. Pour moi, l'entraînement traditionnel, et c'est prouvé aussi, a des meilleurs résultats ou des aussi bons que certaines méthodes soi-disant complexes, notamment les supersets ou certains drop sets, certaines pyramides, qui finalement, à volume de travail égalisé, apportent moins d'hypertrophie. Donc l'entraînement traditionnel, pour moi, c'est le repère sur lequel le débutant doit vraiment axer son travail dans la première année. D'accord ? J'avais fait... Non, voilà, on est bon. On continue sur... Ah oui, l'entraînement traditionnel, pour moi aussi, et c'est une notion pour moi fondamentale, c'est le meilleur type d'entraînement qui te forme à l'échec musculaire. Avant d'attaquer des drops, des tout ce que tu veux, on parlait du BFR, machin. L'entraînement traditionnel va, pour moi, amener le débutant à connaître son vrai RM, sa vraie notion d'échec musculaire sur des séries finalement très simples. Et pour moi, c'est une notion essentielle parce que pour moi, en tout cas, le débutant doit aller le plus vite possible vers ce qu'on appelle du RIR 1, 2, 3. Et ça, pour moi, l'entraînement traditionnel, c'est la meilleure école. Se former au plus vite aux sensations de l'échec musculaire. Parce que RER, c'est répétition en réserve. Voilà, en français, on essaie du répétition en réserve. Après, on a d'autres échelles, RPE, etc. Mais c'est ça. Voilà pour le premier volant, j'avais ma petite fiche. Le premier volet du débutant face à la prise d'information et face à l'entraînement traditionnel. Après vient mon deuxième conseil, c'est de se fixer
Quand on a un peu plus de maturité, parce qu'au début, de toute façon, ça sera n'importe quoi. Mais c'est de se fixer le plus vite possible des objectifs clairs, réalisables et adaptés à l'hypertrophie. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'hypertrophie, c'est une zone de travail assez large et qui empiète d'un côté sur la force et qui empiète de l'autre côté sur l'endurance de force. Et on a peut-être tendance à aller trop tôt, grappiller trop à gauche ou trop à droite. Et si on veut rester pour moi dans l'hypertrophie, fixation d'objectifs clairs, c'est-à-dire le travail progressif à l'échec musculaire, à les méthodes d'abord du traditionnel et aller de plus en plus vers les méthodes complexes. Et ne pas se tromper avec les effets de mode. On en a même parlé par téléphone, et je pense qu'on est clairement dans le débat. Pour moi, le débutant peut être influencé par certains effets de mode. Je m'explique. On parle beaucoup de notion d'entraînement de musculation fonctionnelle. Moi aussi, hein, je ne suis pas tombé dans le panneau, mais c'est vrai que j'essaie d'attirer des gens dans mon association sportive du cross-training avec cette notion de musculation fonctionnelle. Mais parlons-en parce qu'il faut vraiment la relativiser. Quand on parle d'hypertrophie, on parle d'hypertrophie. La fonction, le muscle, il s'en fout. Il réagit à un stress et à un temps soumis à ce stress. Basta. Que ce stress vienne d'un mouvement d'un élastique, d'une kettlebell ou d'une charge additionnelle, il va s'adapter. Le muscle s'adapte à une tension spécifique. Et là, il ne faut pas se tromper. On nous vend beaucoup de mecs musclés, des anciens athlètes, souvent crossfit ou autres, propres sur eux, bien musclés, etc. Et on les voit faire quoi? Des sets de 4x7 à 4 sets de goblet squat avec une kettlebell de 16 ou de 20 kg. Alors moi, faire 10 répétitions avec une KB de 20 kg, 4x10, je ne prendrais pas de masse musculaire avec ça. Pourtant, c'est joli. Il y a une petite musique, c'est sympa, on met la petite casquette en arrière, on fait les goblet squats, mais on ne fait pas d'hypertrophie. D'accord? Alors, se méfier aussi des effets de mode et de se fixer des objectifs bien clairs au niveau uniquement de l'hypertrophie. Quitte à le faire à l'ancienne, dans une salle de musculation avec des machines, mais on ne se trompe pas d'objectif. Ou sinon, on fait de l'endurance de force, on fait entre guillemets du fonctionnel, c'est-à-dire on va former son corps à faire des mouvements beaucoup plus globaux, des sautés, etc., qu'on ne fera peut-être pas en faisant de la musculation, mais en tout cas, on ne fera pas de l'hypertrophie. D'accord. Et enfin, le troisième volet, c'est le rapport à la science. Nouvelle fiche. Le rapport à la science, alors tu es super bien placé pour en parler. Et moi, on en parlait aussi au repas. Moi, je me suis mis plutôt tardivement à ce rapport positif à la science. Au tout début, j'étais quand même pas mal sur l'empirisme et en me disant, si les culturistes des années 60, grâce à l'empirisme, ont réussi à développer des méthodes qui fonctionnaient, c'est qu'on n'a pas forcément besoin plus que ça de la science. Bon, on s'aperçoit après que c'est à la fois pas vrai, mais il y a du vrai là-dedans. L'empirisme amène aussi parfois la science à gratter certaines choses et on a des éclaircissements là-dessus et on s'apercevait qu'on était dans le vrai. Mais ça peut être complètement dans le faux et les sensations, ce qu'on ressent, c'est pas forcément le vrai, le réel. Donc le rapport à la science pour moi, il est fondamental, il est important. Surtout aujourd'hui, on a quand même accès, grâce justement aux réseaux sociaux, on a accès quand même aux publications. Même s'il y a des payants, tout ce qu'on veut, on y a accès. Il faut savoir les interpréter, c'est ton job. Ne pas lire l'abstract et la conclusion, ça c'est le plus gros piège. Mais savoir les interpréter, savoir se dire que pour moi, hein, toutes les publications scientifiques, il y a un petit langage policier là-dedans aussi, c'est un petit peu comme un faisceau d'indices. Et tous ces faisceaux vont nous diriger quand même vers une bonne direction ou une direction qu'il faut plus creuser peut-être, mais quand même. Il y a eu des gros apports quand même scientifiques qui ont balayé quand même beaucoup d'idées reçues qui tourneraient certainement encore dans les salles si il n'y avait pas eu des gens comme toi pour rapporter ou comme si on parle du livre Didier Ress ou Johan Albignac. Voilà, des scientifiques, en plus des pratiquants, mais qui nous éclairent là-dessus, qui nous expliquent tout ça. Donc pour moi, c'est fondamental, il faut un rapport positif à la science, alors sans tomber dans les excès, sans tomber dans le scientisme, mais il faut que dès le début, le débutant ait un rapport à la science qui soit positif. Alors j'ai mis rapidement quelques exemples d'apport de la science dans la musculation. La fameuse acide lactique. Bon, on est d'accord, le combat a été long, mais je crois que maintenant les gens ont compris qu'on ne pouvait plus parler d'acide lactique en fin de série quand ça brûle. Alors, tu as fait une vidéo dernièrement avec Fred Monpeau, référence dans la musculation, qui nous parlait par exemple accord d'hypertrophie sarcoplasmique, structurelle, etc. Bon,
C'était bon, c'est un concept qui est toujours bon, mais maintenant, grâce à la science, on a fait de la loupe là-dessus. On a zoomé, et on s'aperçoit que maintenant, on peut plus parler de tension mécanique, de stress métabolique et de dommages musculaires qu'il faut relativiser aussi. Ça, c'est Brad Schoenfield, justement, une belle publication de 2010, je ne sais pas si on pourra la mettre en incrustation, On verra. qui nous montre tout ça. Ceci étant, je te coupe, mais ça c'est mon chien qu'on entend. Les gens qu'on est en train de citer, on mettra dans les commentaires de cette vidéo leur Instagram, quand vous aurez qu'à cliquer pour aller. Ça sera plus simple. Donc, il y a eu des belles avancées en ce sens. Je pense qu'il y a Alors, on en parlait. Pour moi, la plus grosse évolution de la science, elle va se diriger vers le pourquoi de l'hypertrophie. Et pour moi, c'est les voies de signalisation transmembranaires. Mais ça ne parle pas aux pratiquants, c'est ce qu'on disait. Tu peux en parler. Alors, oui... les intégrines, les interleukines, tout ce que tu veux, la myokine IL-6 pour moi qui révolutionne pas mal de choses. On peut en parler, c'est passionnant. Ça explique en grande partie l'hypertrophie, en très grande partie, mais ça ne parlera pas aux pratiquants. Mais moi je m'y intéresse, si les gens peuvent s'y intéresser dès le début, c'est bien aussi. Mais on verra en quoi ces voies de signalisation, donc ces petits organismes qui sont placés... entre la fibre musculaire et puis les tissus qui recouvrent, elles sont déchirées, elles sont tordues, elles sont pressées, etc. Et elles envoient des signaux dans tout le corps. Et ces signaux en retour peuvent parfois mobiliser des cellules satellites, plus de sucre, plus de ceci, plus de cela. Et pour moi, c'est fondamental à l'explication de l'hypertrophie. Donc voilà pour moi le rapport à la science qui doit être positif. Attention aux dérives. Et là, pour moi, il y a une dérive. Enfin, il y a un truc exceptionnel en ce moment, c'est sur le hip thrust vs le squat profond. Alors là, on est sur du haut niveau parce que c'est que des professeurs, des docteurs, etc. qui se font la petite guéguerre. Donc on a Brett Contreras qui nous a sorti une super publication qui nous dit que le hip thrust vaut en gros pareil que le squat cul au sol. Seulement, et c'est ton boulot, et toi, je te montrerai la publication, tu l'as peut-être déjà vu passer. Quand tu lis un petit peu plus le contenu de la publication, tu vois qu'elle est complètement biaisée. Voilà. En faveur du hip thrust, parce que ça fait 15 ans qu'ils nous vendent du hip thrust, mais elle est complètement biaisée sur les degrés articulaires, sur le passé, l'expérience des pratiquants qui sont en phase d'apprentissage sur le squat, ne peuvent pas faire compléter toute leur série à l'échec. Là, par exemple, c'est le cas de cette étude, avec des degrés articulaires très faibles pour le squat. On est à 90, on n'est pas du tout plus au sol. Il y a plein de choses qui font que la publication est biaisée. Donc, attention à la science. Rapport positif, il faut s'y intéresser. Mais dans la liste que je vous donnais au début de la vidéo, il y a tous ces gens qui vont bien vous expliquer tout ça. Donc voilà, pour moi, le rapport du débutant entre la prise d'information, la fixation des objectifs, et puis de s'intéresser quand même un minimum à la science et pas aux idées reçues ou aux dogmes qu'on peut... Écoute Christophe, merci beaucoup pour toutes ces informations. Parle-nous un petit peu de où est-ce qu'on peut te retrouver. Fais-nous voir ton livre, il est trop modeste pour le faire, mais je vais le faire sa pub pour lui. Son dernier livre, parle-nous-en un petit peu rapidement. D'accord, rapidement. Alors je suis co-auteur sur ce livre Manuel ultime de musculation. Voilà, il y a une belle petite dédicace pour. Ah, mais c'est la mienne. C'est pour Olivier, celui-là. Pas les gens. Alors c'est un condensé justement au niveau et à la fois scientifique et méthodologique sur tout ce qui se fait actuellement en termes de connaissances sur la musculation et surtout sur l'hypertrophie. Alors on parle de force et de métabolisme là-dedans, mais puisque le thème là c'est l'hypertrophie, on parle énormément de méthodologie de la prise de masse et de l'hypertrophie. Et on parle de toutes les méthodes modernes, on parle de toutes les avancées scientifiques majeures, on parle de la musculation et de la santé, la musculation et les enfants, on parle un petit peu d'épigénétique, on parle énormément de méthodologie avec Johan Albignac. Au passage, Johan n'est pas un gros influenceur entre guillemets, n'est pas un gros communicant, mais allez sur son Instagram, il va s'y mettre et pour moi c'est vraiment c'est l'avenir, hein, c'est un petit peu l'avenir pour moi des coachs musculation. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi personnellement, physiquement et digitalement? Alors digitalement, moi un petit peu à l'ancienne, hein, j'ai un Instagram. Bon, il n'est pas très lourd pour l'instant, mais bon, j'ai un Instagram sur lequel je partage quand même des idées d'entraînement. Je mets beaucoup de live quand je m'entraîne. Alors je fais pas de mise en scène ou quoi, hein, je fais en général quelques séries. Je mets la caméra, je m'entraîne, c'est du live. Voilà, il n'y a rien de travailler là-dessus. J'ai mon Instagram et j'ai mon Facebook qui marche à l'ancienne, toujours bien. Facebook Impact Cross Training. Et j'ai une association qui avait été créée en 2010 déjà, Impact Cross Training. Mais là, il faut se déplacer.
à la Garenne-Colombe dans le 92. J'en parle régulièrement, donc ceux qui me connaissent la connaissent, et puis ceux qui ne me connaissent pas, si vous vous habitez pas dans le coin, ça fera un peu loin. Mais voilà, j'ai une association sportive de cross-training, puisqu'on appelait ça cross-training avant que CrossFit arrive, et j'ai gardé le nom, j'ai gardé l'appellation, et puis voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir partagé tout ça avec notre communauté. Et on va te suivre. C'est moi qui te remercie.